Le 25 octobre 2022, un homme politique atypique par ses origines, devenait Premier ministre britannique. Succédant à Liz Truss, qui démissionnait quelques jours auparavant, Rishi Sunak est un homme politique britannique d'origine indienne, qui a été porté à la tête du Parti conservateur et devenait par la même occasion le premier Premier ministre britannique d'origine indienne et à 42 ans, la personne la plus jeune à occuper le poste depuis 200 ans. Pour beaucoup, cela a été vécu comme une victoire de la diaspora indienne, mais pour moi, cela n'est qu'un pâle reflet du travail abattu par cette diaspora auquel se trouve dans le monde. C'est vrai, c'est une diaspora dont on n'entend que très peu parler, mais qui dans le silence réalise des exploits importants. C'est pourquoi j'aimerais qu'aujourd'hui nous fassions une étude comparative entre la diaspora indienne et celles africaines. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où les jeunes Africains parlent de manière dépassionnée des réalités africaines. Tout d'abord, rappelons que jusqu'en 1947, l'Inde est comme de nombreux pays africains une colonie britannique. Il est important de le souligner car à chaque fois qu'un jeune Africain veut justifier sa situation, celle de sa communauté ou encore la précarité de son pays, il ne manque pas l'occasion de rappeler le passé colonial, les années d'esclavage ou encore l'impéritie des dirigeants africains. Mais à chaque fois, il omet peut-être consciemment d'attirer l'attention sur sa part de responsabilité dans cette situation-là. S'il manquait de médecins au Cameroun, ce serait inexorablement de la faute de la classe dirigeante qui n'a pas su prévoir l'augmentation de la population et par conséquent faire former un nombre conséquent de médecins pouvant répondre aux besoins et aux attentes de la population. Cependant, l'étudiant sur lequel on a misé et qui en cours de route a abandonné ses études de médecine doit-il être dédouané de cette responsabilité-là? Il y a quelques jours, j'observais les rapports du Bureau de recensement des États-Unis et grande a été ma surprise lorsque j'ai constaté que la communauté indienne est parmi les plus éduquées et les moins empreintes à la pauvreté pendant que la communauté noire l'est à l'opposé. En 2014, 71% des naissances données par des femmes noires l'étaient par des femmes non mariées. 25% seulement de la population noire âgée de plus de 25 ans est mariée et 54% des enfants de la communauté noire vivent dans des familles monoparentales. Cette dégradation de la structure et le manque de stabilité familiale au sein de la communauté noire est probablement l'une des raisons des errements de la jeunesse, du faible taux de scolarisation qui induit un fort taux de chômage qui vient faire de l'ombre au mal emploi qui sévit déjà au sein de la communauté. Enfin, pendant que les Indiens ou les Chinois, les Asiatiques de manière générale, ont pris conscience de leurs conditions, de leur situation, ont décidé de travailler pour y remédier ou pour l'améliorer, chez nous les Africains ou les Noirs en général, nous avons décidé de renchérir sur la charge émotionnelle du passé. Nous passons donc de discours émotionnels en discours émotionnels, de manifestations panafricaines en manifestations panafricaines, mais vu qu'aucun discours ou aucune manifestation ne crée de richesse, rien ne suit. Nous sommes toujours dans la même situation, aussi pauvres qu'avant, aussi pauvres qu'hier et aussi pauvres qu'avant-hier. Cette diaspora indienne, ces diasporas chinoises, les diasporas asiatiques de manière générale, ces diasporas qui ne font pas dans la pleurnicherie et dans la victimisation permanente, ne devraient-elles pas nous servir d'exemple? Ne devraient-elles pas provoquer en nous un sursaut d'orgueil qui ferait de nous des conquérants et non des gens qui font dans la supplication permanente, qui commandent permanemment, qui mendient permanemment et qui se victimisent en permanence?